Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet lourd mais absolument crucial. On va déconstruire la stratégie de la pédocriminalité organisée, non pas pour la subir, mais pour la combattre. Pour ça, on va analyser une nouvelle doctrine de défense. L'idée, c'est de comprendre le mode opératoire de l'adversaire pour enfin bâtir une riposte qui soit à la hauteur. On commence avec un chiffre qui pose tout le décor. 82%. C'est la part des violences en réseau qui commence au sein même de la famille. Et d'un point de vue stratégique, c'est fondamental. La famille, c'est ce qu'on appelle une zone d'ignorance, un angle mort parfait où les agresseurs peuvent manœuvrer avec un minimum de risque. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a ? Cette citation le résume parfaitement. Un système éclaté, des institutions qui ne se parlent pas, qui agissent chacune dans leur coin. Pour un stratège hostile, ce n'est pas juste une faiblesse, c'est une faille béante, une opportunité rêvée pour exploiter les trous dans le système. Alors voilà notre plan de match pour cette analyse. D'abord, on va poser que l'ennemi est un stratège. Ensuite, on verra que sa meilleure arme, c'est notre propre ignorance. On analysera son terrain de jeu, les institutions, puis on passera à la riposte, la création de points de friction, l'utilisation du savoir comme bouclier pour au final inverser complètement le rapport de force. Premier point, et c'est vraiment la clé de tout. Il faut arrêter de penser en termes d'actes isolés. On fait face à une entité intelligente, qui s'organise, qui a une stratégie. Pour les besoins de l'analyse, on va l'appeler l'hostile. Et cet hostile, il ne fait pas n'importe quoi. Il poursuit un but très précis. Et son but, c'est un calcul de risque, pur et dur. L'objectif, c'est de maximiser les bénéfices, c'est-à-dire l'exploitation, tout en minimisant les coûts, c'est-à-dire le risque de se faire prendre. Pour ça, il opère sur le plan physique, numérique, mais aussi et surtout sur le plan humain. Ce qu'on appelle la couche anthropique, en manipulant les relations, le silence, la peur. Et on arrive maintenant au cœur de la stratégie de l'hostile. Et c'est là que, d'un point de vue tactique, c'est redoutable. L'agresseur ne se contente pas de profiter de nos failles. Il va beaucoup plus loin. Il se nourrit de notre déni collectif, de notre refus de voir la réalité en face. Ce concept, il porte un nom un peu complexe, l'anti-épistémologie. Mais l'idée derrière est assez simple. Le manque de connaissances sur ces sujets, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple trou. C'est un vide qui est activement construit. C'est le produit d'un rapport de force. En clair, le silence et l'ignorance sont fabriqués et ils deviennent une arme au service de l'agresseur. Concrètement, comment ça marche ? Eh bien, l'hostile s'installe confortablement dans ces zones d'ignorance. La famille, bien sûr, mais aussi les clubs de sport, les institutions. Partout où l'on préfère ne pas poser de questions. Le déni de la société devient son meilleur allié, son assurance d'impunité. Et à petite échelle, il verrouille tout ça avec la menace pour que les victimes se taisent. Pour que ce soit moins abstrait, prenons un champ de bataille très concret. Le secteur périscolaire. C'est un cas d'école parfait pour observer comment les faiblesses d'un système deviennent un véritable terrain de jeu pour les prédateurs. Et là, il faut bien comprendre une chose. Les failles du système ne sont pas de simples bugs. Dans cette analyse stratégique, on parle de dissonance. Ce sont des incohérences dans les règles, des angles morts dans la surveillance que les agresseurs ne trouvent pas par hasard. Ils les cherchent activement parce que chaque dissonance est une porte d'entrée potentielle. Les conséquences de ces dissonances, elles sont là, en chiffres, et elles sont glaçantes. Quand un enfant trouve enfin le courage de parler, de signaler les violences, dans 2 cas sur 3, rien ne s'arrête. Les abus continuent. C'est bien la preuve que notre système de défense actuel est non seulement dépassé, mais qu'il est systématiquement mis en échec. Donc, le constat est sans appel. Nos défenses sont poreuses, elles sont contournées. La question qui se pose est donc inévitable. Est-ce qu'on continue de subir et de réagir après coup, ou est-ce qu'on change enfin de logiciel pour passer à une stratégie vraiment active ? Bien, maintenant qu'on a posé le diagnostic, passons à la riposte. La solution, ce n'est pas de simplement colmater les brèches, c'est de changer radicalement de philosophie. Il ne s'agit plus de réparer, mais d'anticiper, de construire des obstacles, de rendre l'attaque si compliquée et si coûteuse pour l'agresseur qu'il préfère y renoncer. Et l'outil central de cette nouvelle doctrine, c'est le point de friction. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est simple, c'est une mesure de défense, un obstacle, un checkpoint si on veut, qui est obligatoire et impossible à contourner. Il est placé délibérément sur le chemin de l'agresseur pour faire grimper en flèche le coût et le risque de son action. Et en pratique, un point de friction, ça ressemble à quoi ? Les recommandations de la CIVISE en sont de parfaits exemples. La vérification du casier judiciaire, mais pas juste une fois à l'embauche, de façon systématique et répétée. L'exigence d'un certificat d'honorabilité, ou encore l'allongement de la suspension professionnelle en cas de soupçon. Chaque mesure est une barrière de plus. Un exemple très concret, ce chiffre, 8 mois. C'est la durée de suspension administrative d'un professionnel suspecté, que la CIVISE recommande de faire passer de 4 à 8 mois. Ça peut sembler être un détail, mais stratégiquement, c'est une action forte. Ça brise la mobilité des prédateurs, leur capacité à passer d'une structure à une autre comme si de rien n'était. On en vient donc à l'arme principale de notre contre-offensive.
Si la force de l'hostile, c'est notre ignorance organisée, alors notre force doit devenir la connaissance organisée. L'objectif, c'est de bâtir un véritable continuum de sécurité, un système d'information unifié qui ne laisse plus de place aux angles morts. Il s'agit en fait d'inverser la dynamique. On doit passer de ce non-savoir qu'on subit à une production active et stratégique de connaissances. C'est tout le sens des propositions comme le circuit unique de signalement ou la collecte de données au niveau national. L'idée, c'est de construire une intelligence collective pour voir venir la menace et l'anticiper. Dernière étape de ce briefing. On a vu le problème, on a vu les outils. Maintenant, mettons tout ça ensemble et voyons comment cette nouvelle doctrine peut redessiner le champ de bataille pour enfin inverser ce fameux rapport de force. Ce tableau résume parfaitement le basculement de paradigme. À gauche, c'est l'ancien monde, un système passif où les failles sont exploitées. À droite, c'est la nouvelle doctrine, un système proactif qui construit des points de friction. On passe d'un coût quasi nul pour l'agresseur à un coût prohibitif. On passe d'un savoir en miettes à une connaissance stratégique. Et la passivité des institutions se transforme en une action qui force l'ennemi à reculer. Et ce n'est pas qu'une théorie, il existe une feuille de route pour y arriver. Ça commence maintenant, par l'implémentation de ces points de friction. Ça se poursuit avec des objectifs clairs, comme le doublement des unités d'accueil pédiatrique spécialisées. Tout ça, ce sont les étapes pour arriver à un état futur où le système ne fait plus que réagir, mais où il défend activement. Au fond, on boucle la boucle et on revient au principe de base de toute stratégie. Il s'agit de manipuler le calcul bénéfice-coût de l'adversaire. L'objectif, ce n'est pas juste de se défendre, c'est d'imposer ces conditions, de rendre l'attaque si chère, si risquée qu'elle n'en vaut tout simplement plus la peine. Le changement de mentalité est donc total. On arrête de simplement penser les plaies après coup. On assume qu'il y a un rapport de force et on décide de le gagner. On adopte une posture de confrontation pour bâtir une défense tellement solide que l'agresseur est obligé d'abandonner l'idée même de l'attaque. Pour conclure, la stratégie pour gagner ce combat, elle est là, sur la table. Elle est pensée, elle est cohérente. La question n'est plus technique, elle n'est plus de savoir comment faire. La vraie question est politique et elle est sociétale. Sommes-nous, en tant que société, prêts à la mettre en œuvre avec toute la rigueur et la détermination qu'elle exige ?